Et on se retrouve sur notre petit poste de relevage. On a étudié le schéma, on a intégré le poste local dans le schéma, on a raccordé les entrées, enfin en tout cas on a étudié ça sur le schéma. Donc il nous reste à passer cette fois vraiment à la programmation. Tout d'abord, on va commencer par présenter l'environnement de SCAD-Tools. Et je viens de cliquer sur l'icône S4W Tools pour ouvrir le logiciel. Alors ça peut éventuellement changer un petit peu, parce que moi je suis sur la version 4.31, là, mais d'une version à l'autre, ça peut être un petit peu différent, mais je pense qu'on retrouvera toujours les mêmes éléments, ou presque. L'environnement, donc quand on ouvre, on tombe sur une arborescence avec un répertoire, enfin une zone qui s'appelle réseau. Et si je la déploie, je vois que moi, j'ai déjà des choses dedans. Donc voilà, dans mon travail, j'ai déjà toute une arborescence avec plusieurs installations euh, que j'ai paramétrées. Il y a deux manières d'afficher l'arborescence. Alors, il y a cette manière-là, hein, de manière verticale, ou sinon, il y a façon comme ça. Mais personnellement, quand on n'en a pas beaucoup, ça marche, mais dès qu'on commence à en avoir beaucoup, ça prend vite beaucoup de place. Donc, je préfère la présentation verticale. C'est plus facile à trier, mais c'est un avis personnel. Première chose qu'on va faire, c'est de créer un nouveau répertoire pour qu'on puisse travailler tranquillement et mettre nos nouvelles installations dans ce répertoire. Euh, je vais deux manières de faire. Soit je fais glisser un répertoire ici et voilà, comme ça. Soit on peut faire un clic droit aussi sur les nouvelles versions pour créer un nouveau groupe. Alors ils appellent pas ça répertoire, mais groupe. Donc j'ai créé un nouveau groupe qui s'appelle nouveau groupe. Je peux a priori le renommer. Donc on va le nommer formation S4 par exemple. Et dans ce répertoire, on va créer notre première station. Nouvelle station, donc c'est notre premier paramétrage d'un S4W. Nouvelle station, donc c'est son nom pour l'instant, et on voit qu'on a une fenêtre de propriété qui s'est ouverte là, mais tout est grisé pour l'instant, j'ai pas possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc là, je peux rien faire de plus jusque là, mais par contre, je vais double-cliquer dessus et ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre pour paramétrer cette nouvelle station. C'est parti. Voilà, donc on a la nouvelle station, on a la fenêtre de paramétrage qui s'est ouverte. Je vais l'agrandir pour qu'elle tienne sur l'écran. On voit son nom, nouvelle station. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est renommer cette station. Pour cela, on voit ici la représentation graphique de notre matériel, hein. On retrouve notre 16DI, nos 4AI, nos 4DO. La zone d'alimentation, mais elle est grisée parce qu'il n'y a rien à y paramétrer. Et on a une zone très importante, c'est ce bouton-là qui tient le paramétrage du matériel, tout ce qui concerne les généralités. Donc, dans les propriétés, qu'on va retrouver sur la droite, trois onglets. Nous, ça va être description générale pour l'instant, et c'est ici qu'on voit le nom actuel, nouvelle station. Donc, on va l'appeler, par exemple, PR vidéo 2. Comme ça, on pourra les renommer avec le nom de la vidéo qui correspond, et ça sera très bien. On peut laisser dans un premier temps tout le reste par défaut, hein. Et ça, à chaque fois qu'on n'a pas besoin d'enregistrer, il suffit de changer de champ pour que la modification soit prise en compte. Mais si j'enregistre, bon réflexe toujours à avoir lorsqu'on travaille sur un logiciel, de faire régulièrement des enregistrements, configuration enregistrée, et on voit que dans cette zone-là, le PR a été, pardon, la station a été renommée PR Vidéo 2.
Pour voir un petit peu l'environnement, ce qu'on peut déjà constater, c'est que très souvent, sur SCAD Tools, on va sélectionner dans la partie de gauche les éléments, les objets sur lesquels on veut travailler. Et vous aurez à droite un menu, enfin une zone contextuelle avec les propriétés de cet objet. Donc là, quand on allait sélectionner paramétrer le matériel, ça vous affiche les propriétés générales du matériel. Si je sélectionne la partie réseau, là, hein, pour ce qui correspond au RJ45, ben, on va pouvoir avoir un menu qui correspond à ça. Aussi, on remarque plusieurs onglets en haut pour accéder à différentes choses et ben, on se rend compte pour l'instant que tout est vide ou presque. Voilà, que tout est à créer. On voit qu'on a possibilité de faire des petits synoptiques pour des écrans, alors chose qui ne sera pas traitée dans les premières vidéos, peut-être plus tard. On voit aussi qu'on a possibilité de faire des synoptiques web, alors ça, très 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 pratique, donc on verra ça aussi dans une prochaine vidéo. Et on voit aussi qu'il y a des fonctionnalités qui permettent de faire très rapidement et très facilement un paramétrage pour un poste de relevage. Mais ça fera pas l'objet, d'une formation, spécifique ça, parce que nous justement, enfin ce que je souhaite faire, c'est vraiment, vous apprendre à travailler avec les informations, avec l'atelier d'automatisme, alors que là, on a plutôt quelque chose de généré automatiquement, mais qui est plutôt, opaque dans le fonctionnement. Donc, voilà, c'est très pratique, c'est très utile, mais ça sera pas l'objet, d'un cours vidéo. Voilà, et on va commencer dans la séquence juste après à créer nos informations logiques, donc nos 6 DI qu'on s'était proposé de remonter au poste local de télégestion. Voilà donc les 6 entrées DI que l'on va paramétrer. Donc respectivement, nos 6 entrées câblées vont correspondre au niveau bas, poire niveau haut ensuite, relais de demande pompage, hein, on voulait quand même avoir un retour d'information nous signifiant si notre petit automatisme câblé autorisait, enfin demandait ou non le pompage. Ensuite, défaut de la pompe et retour de marge de la pompe. Sur l'entrée 6, il nous restera la poire de niveau très haut. Et on démarre avec la première DI. Alors, ici, vous voyez, en face des contacts, c'est ici qu'on va saisir nos différentes DI. Alors, on verra plus tard les 2 cases en dessous, mais ce qui concerne l'état de l'information lié à l'état de l'ADI, actif ou inactif, c'est en haut que ça va se paramétrer. C'est parti, donc on double-clique pour créer la première. Alors, numéro d'information, il faut savoir qu'on a un millier, enfin on a 1000 informations disponibles sur un Sofrel S4W. Ça nous propose A1. Alors, je vous propose arbitrairement de mettre l'information 10. On va les appeler 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour nos 16 DI. La première, c'était donc la poire basse. Dans les bons usages, moi je recommande de saisir DI avant dans le nom de l'information, le libellé, histoire que lorsqu'on voit une liste d'informations, on sait immédiatement qu'on a affaire à une entrée digitale. Donc DI, poire basse tout simplement. Poire basse. Décidément, le P ne passe pas. Voilà, état 0, état 1. Donc état 0, c'est l'état inactif. On a le choix du libellé. Donc très souvent, j'ai le standard inactif à l'état 0 et actif à l'état actif, à l'état 1. Une convention aussi assez courante qui est utilisée, c'est qu'à l'état 0, on met en minuscule et à l'état actif en majuscule. Ça permet aussi, en voyant plus tard le libellé, de savoir si on est à l'état inactif ou actif, à l'état 0 ou 1 de l'information. Voilà la première. J'ai oublié le B également, poire basse.
Pour l'instant, on laisse le reste par défaut. On va créer les suivantes. Alors, je peux faire pareil pour la suivante. 11. DI poire haute, inactif, actif. Troisième entrée, 12. Alors là, c'était la DI qui correspondait à la commande. Donc je vais carrément marquer relais, commande, pompage. Relais, commande, pompage. Alors je vois que je suis un peu limite. Alors, on a possibilité d'étirer la zone des propriétés. Inactif, actif. Ça correspond bien. Actif. La cinquième, c'était défaut pompe. Alors j'étais à 10, 11, 12, donc ça serait la 13e, l'info numéro 13, celle-ci. DI, défaut pompe. Alors vous voyez que je ne mets pas les accents. Ça pourrait tout à fait passer au niveau du Sofrel. Le Sofrel gère très bien les accents et les caractères spéciaux. Simplement, c'est une habitude que j'ai parce qu'il y a certains postes centraux qui ont fait des exports de notre configuration pour intégrer un poste central, une supervision. Les supervisions ne traitent pas forcément comme il faut les caractères spéciaux. Donc voilà, je garde comme habitude, moi, de jamais mettre d'accent. État 0, alors là, comme il s'agit d'un défaut, j'ai l'habitude de mettre normal ou défaut pour qu'il n'y ait aucune confusion. Lorsqu'on voit le libellé d'état, on sait tout de suite si on est à l'état normal ou pas. DI défaut pompe. 14, c'était le retour de marche de la pompe. DI, retour, marche, pompe. Et une autre habitude pour les retours de marche, les libellés d'état, je mets arrêt à l'état 0 et marche à l'état 1. Et retour de marche, c'est très bien comme ça. Et la dernière, c'était notre poire très haute. Alors, je vous montre simplement aussi, alors là, il en a créé une parce que j'ai double-cliqué. Je peux la supprimer, non, ajouter, supprimer, je la supprime, oui, voilà. Je vais faire différemment, je vais aller chercher l'info numéro 2 et je peux copier, comme vous voyez, et coller, ça peut permettre de gagner un petit peu de temps. Non, coller, voilà. Alors, vous voyez que DI poire haute, je l'ai 11, et puis il m'a incrémenté tout seul, il m'a créé le numéro 15. Mais là, ça va être poire très haute. Et ici, il ne s'agit pas d'une information classique, mais vraiment d'une information d'alarme. Donc je vais mettre normal, et non pas défaut, parce que ce n'est pas un défaut physique matériel, mais c'est une dérive de process, donc on parle davantage d'alarme. Voilà, on a créé nos 6 informations. Ah, j'ai maillé parce que je vois qu'il y en a 7. Donc qu'est-ce qui ne va pas? On va regarder ça. 10, poire basse, poire haute, relais commande pompage, défaut pompe, retour de marche pompe, et information 1. Donc je vais la supprimer. Oui, et je vais faire glisser celle-là. Ça me permet de vous montrer qu'on peut aussi faire du glisser-déposer. À l'emplacement de la DI physique numéro 6, on aura bien l'information 15. Je vais désormais passer sur l'onglet Information. Et on voit que on a créé des informations Sofrel. Lorsqu'on fait de la télégestion, on parle davantage d'informations que de variables. Alors, en réalité, ce sont des variables, hein, mais dans le vocabulaire, il faut prendre l'habitude de parler d'informations
au niveau de la partie gestion, parce que quand on basculera avec la partie automatisme, on pourra avoir affaire aussi à des variables qui ne seront pas forcément des informations. Donc ça permettra de faire le distinguo entre les deux. Nos DI sont ici. On voit les états. Il faut jouer un peu avec les largeurs de colonne si on veut tout afficher. Ce que on va faire. Alors, il y a une chose, on avait vu sur le schéma que celle-ci, elle avait quelque chose de particulier, c'est qu'elle était à l'état actif, donc à l'état 1, lorsque la boucle était fermée, contrairement aux autres. Eh bien, c'est ici qu'on va devoir changer la logique de câblage. Donc vous voyez que logique, elle était anormalement ouverte, par défaut c'est forcément normalement ouvert, on va lui dire que la logique c'est normalement fermé. Comme ça, si la boucle est normalement fermée, normale, si la poireaute est activée, la boucle s'ouvre et on passe en alarme. Et ça sera le même résultat si le câble est arraché. Voilà, parmi toutes ces informations, il y en a certaines qu'on veut avoir comme des simples reports d'informations et d'autres qu'on veut avoir en alarme. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir générer un report d'alarme vers un agent d'astreinte pour prévenir qu'il y a un problème. Alors pour faire ça, on voit le troisième onglet, report d'alarme. Et lorsqu'on appuie sur report d'alarme, on a trois nouveaux onglets contextuels. On parle de séquence, on parle de destinataire et on parle de calendrier. Alors pour faire simple, au départ, on va oublier la partie calendrier. La partie calendrier, ça permettrait de distinguer les horaires journée, les horaires soir et week-end pour orienter les appels vers telle ou telle personne entre l'équipe de jour d'exploitation et l'équipe d'astreinte. Là, on va commencer par faire plus simple. On va créer un destinataire. Alors, destinataire, on voit qu'il y a plusieurs manières, plusieurs types de destinataires. On peut envoyer un SMS, on peut envoyer un mail ou on peut avoir un poste central, c'est-à-dire une supervision. Moi, je vous propose de rajouter un destinataire SMS. Donc, destinataire, donc on peut le nommer agent exploitation. Le mobile 06 11 11 11 11 11. Validité toujours. Voilà. Et donc on a un destinataire et on peut rajouter un deuxième destinataire, SMS également. J'en ai bien trop. Supprime. 2. Alors j'attire aussi votre attention sur cette zone en bas, là, qui est une zone qui nous relève tous les problèmes qu'on a dans notre configuration. C'est-à-dire que si je veux enregistrer là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, j'ai créé mes voix, donc mes informations, c'est une bonne idée d'enregistrer. Vous voyez qu'on a rapport de validation, configuration enregistrée invalide. Veuillez consulter le rapport d'erreur et effectuer les corrections. OK. Alors il a quand même enregistré, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est pas parce qu'il nous dit qu'il y a des erreurs qu'il n'effectue pas l'enregistrement, mais il nous prévient que la configuration n'est pas parfaitement validée. Le rapport d'erreur, eh ben, c'est cette zone ici, là. C'est ce qu'on voit en bas. Donc qu'est-ce qu'on nous dit là? Mobile, le nombre de caractères doit être compris entre 3 et 20. Ah, destinataire numéro 2, oui, c'est le numéro. Pour l'instant, il y a 0 caractère. Donc, il voit que c'est un numéro qui n'est pas valable. Donc, on va saisir un numéro. Allez, disons 06, 22 et ainsi de suite. Et là, ça va être le responsable, par exemple, d'exploitation. Responsable d'exploit. Responsable, je vais éviter les caractères spéciaux. Exploitation. Est-ce que ça passe en nombre de caractères? Ça passe, pas de message d'erreur, tout va bien. Donc ça, ce sont mes destinataires. Mais ça ne suffit pas, il faut également créer une séquence. La séquence, c'est la séquence qu'on va définir, donc séquence alarme, séquence astreinte plutôt. Nombre de bouclages sur la séquence, on va boucler 2 fois, on va faire 2 tentatives, et on va rajouter des destinataires, donc forcément ceux qu'on vient de créer. Donc on va commencer par envoyer un SMS ou 2 SMS
à l'agent d'exploitation. Délai entre appels, on va laisser, disons, 10 minutes, donc 600 secondes, entre les deux tentatives de SMS. Et si l'agent d'exploit n'acquitte pas par les SMS l'alarme, alors on se propose d'ajouter un deuxième destinataire dans notre séquence, le responsable d'exploitation. Pareil, on va laisser 200 et 600, c'est-à-dire que 2 tentatives d'envoi par SMS à attendre un acquittement. Et, voilà. Si on voulait que, quel que soit l'état d'acquittement par l'agent d'exploitation, le responsable ait quand même le SMS, eh ben on pourrait mettre appel systématique. Voilà. C'est-à-dire que le passage au SMS au responsable d'exploitation ne serait pas conditionné par la bonne réception de l'agent d'exploitation. Et on a notre séquence, donc on va pouvoir l'affecter à nos informations qu'on souhaitait avoir en report d'alarme. Donc qu'est-ce qu'on souhaite avoir? Poire basse, poire haute, relais de commande pompage, ce sont des informations qu'on peut consulter avec Cascade View pour voir l'état de notre poste. Par contre, on veut que défaut pompe et poire très haute génèrent une alarme. Donc pour ça, ce qu'il convient de faire, c'est de cocher la case report d'alarme. Et on voit qu'il nous demande report sur apparition, et ce qu'il attend, c'est la séquence. Donc c'est la séquence d'astreinte qu'on vient de créer, qu'on va mettre sur une apparition de l'alarme, et on peut également mettre sur disparition si on souhaite qu'un message soit envoyé ou qu'une mise à jour de l'information soit faite lorsque l'alarme disparaît. C'est-à-dire que quand on passe de défaut à normal, on pourrait aussi envoyer un SMS pour dire, bah, voilà, le défaut de pompe, il est à l'état normal maintenant, c'est revenu en condition normale. Vous voyez que je l'ai modifié celui-là, il y a un petit check vert qui est apparu ici. Je vous montre une possibilité. On peut, avec la touche contrôle, donc là je presse la touche contrôle, je peux sélectionner plusieurs informations. Ce qui me permet de mettre en commun différentes choses. Alors on voit que tous les champs n'ont pas été conservés, c'est que les champs communs qui ont été conservés. Donc par exemple, là je peux tout à fait faire défaut pompe et poire très haute pour choisir report d'alarme pour les deux et séquence d'astreinte à l'apparition et à la disparition pour ces deux alarmes. Voilà pour le report d'alarme, il est paramétré. Autre chose qu'on peut voir aussi, c'est, alors on verra plus tard les archivages, transmission au poste central. On a possibilité d'inhiber aussi, pour l'instant on laisse ça de côté. Par contre, on va regarder la temporisation à l'apparition et à la disparition. On voit que par défaut, le Sofrel nous propose de temporiser une DI. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si la poire haute, au moment d'atteindre la poire haute, dès que le contact va se fermer physiquement, le niveau haut sera atteint, l'entrée va passer à l'état actif seulement au bout de 5 secondes. On va retarder notre entrée. Et puis, dans l'autre sens, lorsque on va passer à l'état inactif, donc dès que notre niveau va baisser et qu'on va perdre la poire haute, ça ne va pas être immédiat, mais c'est seulement au bout de 5 secondes que l'information va passer à l'état inactif. Quel est l'intérêt de ça? Alors, honnêtement, dans la majorité des cas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ici, notamment, je vais vous proposer de les enlever. Cette temporisation, mais sur on va peut-être la conserver sur la poire très haute, parce que là, elle peut avoir de l'intérêt éventuellement. Ça peut avoir l'intérêt pour éviter, en fait, c'est une sorte de filtre, parce que si vous avez l'information qui, au niveau électrique, fait un peu comme des rebonds, une oscillation rapide, si on a un clignotement de la poire parce qu'il y a une grosse vague, et puis que la poire ballotte, et puis que voilà, le contact ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, eh bien, cette temporisation fait que ça passerait inaperçu. Tant que l'état n'est pas établi pendant plus de 5 secondes, on ne tient pas en compte le changement. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de laisser les 5 secondes de filtre pour la poire très haute. Par contre, tout le reste, moi j'aimerais bien que dès qu'on a le retour de marge de pompe, on ait l'info immédiatement et qu'on n'ait pas une info temporisée.
Donc, je vais faire une sélection multiple grâce à la touche Shift que je presse, ce qui me fait sélectionner toutes celles-là, et je vais passer à 0. Et vous voyez que là, dès que j'ai changé de champ, on a mis à 0 l'apparition et la disparition. Voilà, donc on a donc créé notre premier paramétrage d'un sauverel pour notre petit poste de relevage. Donc ça, c'est une configuration qui devrait être suffisante pour assurer une télégestion. Avant d'arrêter avec la préparation de cette configuration, je voudrais rajouter deux informations supplémentaires qui sont des grands classiques, qui concernent cette fois non plus des entrées DI, mais des informations système qui vont nous dire si l'alimentation du S4W est bien assurée ou pas, et nous générer une alarme si ce n'est pas le cas. Et nous dire aussi quel est l'état de la batterie. Parce que malheureusement, une batterie au plomb, ça a une durée de vie. Au bout de quelques années, peut-être que son niveau de chargement ne pourra plus être maintenu convenablement. Auquel cas, il faudrait pouvoir alerter que le test effectué sur la batterie n'a pas été satisfaisant. Et on aurait une alarme pour prévenir qu'il est nécessaire de la remplacer. Et donc, pour rajouter nos deux informations correspondant à l'état d'alimentation du poste et l'état de la batterie, il va falloir rajouter deux informations. Alors, on ne peut pas avec le clic droit, il faut qu'on aille jouer sur ces boutons ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller créer une information de type logique et de type formule. Donc, on va en créer une. Alors, on voit directement un message d'erreur, mais c'est normal, c'est qu'on n'a pas encore affecté la moindre formule. Donc, on va commencer par la nommer. Donc, cette fois, on va appeler ça défaut alimentation S4 normal et défaut. Apparition, disparition, bon, les 5 secondes, on peut les laisser, on n'est pas à quelques secondes près. Mais c'est ici que ça va se passer. Alors on voit qu'on a une formule, on a un champ libre dans lequel on pourrait taper une formule pour mettre des fonctions logiques. Donc on verra ça plus tard aussi, pour faire des fonctions ou, fonctions ouais, pour conditionner certaines alarmes. Mais nous, pour faire ce qu'on souhaite, on va aller chercher un indicateur interne. Et on voit que dans les indicateurs, il nous propose toute une liste de choses. Et celles qui vont nous intéresser, c'est les deux qu'on voit dès le départ. Mais on voit qu'il y a une multitude de choses qui correspondent éventuellement à des cartes d'entrée pour avoir une... Bon, on verra plus tard, hein, mais si on a une carte d'entrée analogique et puis qu'on est hors gamme entre le 4 et 20 milli, on peut générer un défaut qui nous dit qu'on serait hors gamme. Donc c'est par cette fonction-là aussi qu'on pourrait surveiller la validité d'une boucle analogique. Bon, pour l'instant, nous, défaut d'alimentation externe. Donc c'est défaut d'alimentation externe, c'est l'indicateur celui-ci. Là, on est bon. Normalement, je peux enregistrer sans qu'il y ait de problème de rapport d'erreur. Configuration enregistrée. Je vais la laisser à numéro 1. Moi, j'ai l'habitude de laisser de 1 à 10 pour les informations système. Plutôt que de créer une nouvelle, je vais copier celle-là. Copier. Coller. Voilà. On voit que ça l'a mis directement à 2. Alors, vous voyez qu'elle a le même nom. Alors ça, c'est pas un défaut, hein, ça, je ne génère pas de défaut. Par contre, si je mettais le même numéro d'information, là, on voit que tout de suite, on a deux défauts qui apparaissent pour les deux, parce que les deux sont identiques. Donc ça, on voit tout de suite que ça lui pose un problème. Chaque numéro doit être unique, évidemment. Donc défaut d'alimentation,
Il y en a un que je vais renommer en 2. Et celui que j'ai renommé en 2, je vais donner le libellé. Donc c'était défaut batterie Sofrel. Défaut batterie Sofrel. Normal défaut. Et l'indicateur interne, on va laisser dessus, mais on va pas oublier de remplacer. Ça va être celui-ci, défaut batterie. Et on enregistre. Pareil, j'ai laissé par défaut la temporisation. Je peux la mettre à 0. Allez, mettons-la à 0, histoire d'être homogène avec le reste. 0. 0. Mais par contre, ce qu'on va absolument faire, c'est mettre nos deux informations en report d'alarme avec la séquence qu'on avait précédemment créée, séquence d'astreinte. Et cette fois, voilà, on a 8 informations telles que je le souhaitais au départ. On est prêt pour injecter dans le S4. Maintenant que notre configuration est prête, on va pouvoir passer à la suite et puis transférer ça vers le S4W.